Pourquoi je suis parmi vous aujourd'hui? Je suis là parce que j'ai rencontré, voici 20 ans, un expert en gestion de projet qui était en toute fin de carrière internationale et qui avait occupé de hautes fonctions à la Banque mondiale à Washington. Il s'appelait Roger Declercq. Je l'ai rencontré à Marseille, aux abords d'un parking, sur le campus universitaire de Lumini. Je l'avais écouté, déjà, donner quelques cours, faire quelques conférences, sans jamais vraiment pouvoir lui parler. Mais j'avais apprécié cet homme qui avait des compétences réelles pour gérer des projets de développement à travers le monde de plusieurs millions, voire plusieurs milliards de dollars. Mais c'était aussi un homme qui avait le souci d'aider les pays pauvres, qui avait le souci de l'homme et le sens de l'écoute. Et c'était pour moi un homme de compétences, mais aussi un homme vertueux, également un homme de culture et d'ouverture. Alors, je l'ai salué, et puis je lui ai dit que moi aussi j'avais une certaine vision de l'homme, de l'économie, du management, de la philosophie, de la vie, mais que je ne savais pas exactement ce que tout cela valait, et je voulais savoir par rapport à son expérience internationale ce qu'il pouvait me dire. Il m'a dit, je vais manger avec des patrons, c'est à un quart d'heure d'ici, dans un restaurant, si vous voulez, pour m'accompagner, je vous écoute. Et on s'est mis à marcher tous les deux, et j'ai improvisé une petite conférence. Et en arrivant devant le restaurant, je lui ai simplement dit, qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire? Il m'a simplement répondu, voulez-vous enseigner ce que vous venez de me dire? J'ai été très surpris, je lui ai dit, vous parlez sérieusement? Il m'a dit oui. Vous avez des choses à dire à des patrons, à des cadres, à des étudiants. Je dois vous quitter, j'ai rendez-vous avec des patrons, je vous laisse ma carte, vous m'appelez quand vous voulez. Je me suis retrouvé la carte d'un expert sur un parking. Je suis rentré chez moi le soir, j'ai dit ça à mes proches. J'ai rencontré un homme, il me propose de donner des cours, il ne sait pas trop de quoi, moi non plus. Et puis, j'ai commencé à réfléchir. Quelques jours plus tard, j'ai pris un papier, un crayon sur ma table. Il était 8 heures du soir. J'ai travaillé toute la nuit. Et à 5 heures du matin, j'avais posé les bases de ce que j'ai appelé la philosophie managériale, c'est-à-dire une manière de tenir ensemble, d'un côté, le monde de l'économie et du management, et de l'autre, la philosophie, la psychologie et les grands textes sacrés d'Occident et d'Orient. Relier ces domaines pour voir si on peut tenir ensemble l'épanouissement de l'homme et l'efficacité, et pas l'un sans l'autre. Pourquoi je vous raconte tout cela? Eh bien, parce que je crois que cet homme, il avait ces deux approches. Il avait à la fois le souci des hommes et le souci de l'efficacité. C'est le thème d'aujourd'hui, humanisme et profit. Et si je vous dis cela, c'est que, au-delà de ses compétences techniques, qui étaient très grandes, eh bien, cet homme, il a véritablement été profondément humain avec moi. Il a su m'écouter, me conseiller, me faire confiance, et il m'a permis de créer mon métier. Donc, je crois que c'est possible de tenir la dimension humaine et l'argent, le profit et le facteur humain. Je crois qu'il ne faut pas les dissocier. On a besoin de travailler avec l'un et l'autre. Pour moi, la vie, c'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. Et je dirais que c'est le profit et l'humanisme et la relation. Et je crois que c'est dans cette trinité-là que l'on peut aller vers l'unité du vivant. Alors, creusons un petit peu l'humanisme, le profit. Le profit, tout d'abord. Je ne sais pas si vous le savez, mais en latin, profit, ça vient de pro facere. Et pro facere, ça veut dire pour faire. Ça veut dire que le profit, ce n'est pas nécessairement une finalité. Le profit, c'est d'abord un outil, une condition d'existence de l'entreprise, un moyen.
Et évidemment, on peut gagner de l'argent, mais je crois que la finalité première, ça reste de servir, de créer des biens et des richesses pour aller vers le bien commun de l'humanité. Il ne faut pas oublier cela. Évidemment, le profit, c'est important aussi. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'entreprise. Mais François Michelin, par exemple, l'héritier des fondateurs de la société Michelin. François Michelin disait un jour que le profit est un instrument de mesure, un critère de la qualité du service que je rends avec mon entreprise. On voit là qu'il est important d'avoir une logique de profit, mais que c'est important d'avoir aussi le sens du service. Alors, je voudrais maintenant vous raconter une petite anecdote sur la rentabilité. La rentabilité, vous ne le savez peut-être pas, mais Bernard de Clairvaux, Saint Bernard de Clairvaux est un peu à l'origine de ce mot, au XIIe siècle. Bernard de Clairvaux, c'était un moine cistercien, une des grandes figures du monde chrétien, le fondateur de l'abbaye de Clairvaux. Un jour, quelqu'un lui dit « Qu'est-ce que c'est la rentabilité ?» Et Saint Bernard répond « La rentabilité, pour moi, c'est ce qui est profitable à nous, les moines, dans notre épanouissement et notre quête vers le divin. C'est ce qui est profitable aussi aux hommes que l'on accueille et qui viennent se ressourcer dans nos monastères. Et c'est aussi ce qui est profitable à la terre que l'on cultive et qu'il s'agit de respecter. » Voyez-vous, cet homme déjà était quelque part un précurseur du développement durable. Il tenait les trois dimensions, nous, les autres, la terre, humanisme et profit. Et je crois qu'il faudrait retrouver un petit peu cette voie de Saint Bernard dans le monde moderne. Le commerce, ça vient du latin commerx, qui veut dire avec marchandise. Donc le commerce, c'est un commerce de relations humaines. C'est un commerce une relation marchande, je dirais. Mais justement, il y a une deuxième racine latine du commerce, c'est cum merces, mercedem, qui donnera le salaire, la grâce même, mais merces va donner merci. Donc, le commerce, c'est avec merci, cum mercis. Je vous dis merci, vous me dites merci, on se dit merci. Je crois qu'il faut retrouver la relation marchande que l'on a, mais voir que le commerce est aussi un commerce de relations humaines. Les anglo-saxons ont appris, eux, un terme que vous connaissez peut-être, co-opetition, ils disent parfois. Évidemment, ils jouent sur la compétition et la coopération. Je crois qu'ils ont raison, même s'ils ne le font pas toujours, et nous non plus d'ailleurs. Mais c'est important de tenir compétition et coopération. Parce que je crois qu'il n'est pas bon de tuer la concurrence. Pourquoi je dis cela? Pour deux raisons. Parce que nous avons besoin des autres pour vivre. Et que la concurrence en latin, ça veut dire courir ensemble. Et non pas tuer l'autre. Donc, on voit bien qu'on a besoin du lien, de la relation. Et donc, on a besoin d'une éthique des affaires. On en parle beaucoup dans le monde moderne, de l'éthique des affaires. La business ethics, comme disent les anglo-saxons. C'est parfois une mode, hein, ça fait joli, on fait ça dans les grandes écoles. Est-ce qu'on le fait vraiment, une éthique des affaires? Pas toujours. Pourquoi? Parce que l'on a oublié une partie du discours d'Aristote. Aristote parlait de l'éthique, mais il disait que l'éthique, c'est ethos, c'est-à-dire un comportement juste qu'on cherche à voir à l'extérieur, mais il disait que pour avoir ce comportement juste, il faut avoir l'ethos, c'est-à-dire la tenue de l'âme. C'est-à-dire il faut apprendre à se connaître, à se remettre en question, à aller vers cette dimension de profondeur de l'homme. Nous voudrions toujours que tout change à l'extérieur, mais nous, on ne veut pas toucher. Ça ne marchera pas. L'éthos chez Aristote. Le connais-toi toi-même permet de transformer l'action, pas avant. Donc, on rejoint par là, avec Aristote, le monde un peu de l'humanisme aussi,
L'humanisme qui est un courant de pensée, un mouvement historique, un mouvement d'esprit qui nous vient de la Renaissance. Montaigne, Thomas More, Erasme, Léonard de Vinci et d'autres. Mais il faut savoir que, à l'époque de la Renaissance, on parlait aussi de faire ses humanités. Et faire ses humanités, ça veut dire que, quel que soit votre métier ou votre futur métier, médecin, architecte, économiste, eh bien, il fallait connaître le grec, le latin et la littérature gréco-latine. Parce qu'on considérait que quelqu'un qui avait ce savoir pouvait mieux travailler et donner du sens, quelle que soit sa discipline. Et il ne s'agissait pas à l'époque d'avoir des savoirs libresques, mais il s'agissait que ce savoir devienne une connaissance, c'est-à-dire qu'il nous transforme pour agir. Donc il y avait dans l'humanisme une philosophie de la connaissance qui doit déboucher sur une philosophie de l'action. L'humanisme, c'est la réflexion et l'action. Ne pas séparer les deux, humanisme et profit. Je voudrais ici faire une petite réflexion cocasse. Je parlais tout à l'heure de l'entreprise Michelin, qui fabrique des pneus, pneumatiques. Vous connaissez ce mot. Peut-être qu'en France, on a oublié que pneumatique, ça vient du grec pneuma. Il y a 2500 ans, avec Hippocrate et d'autres, le pneuma, en grec, c'est le souffle, la dimension de profondeur. L'intelligence pneumatique, elle est au-delà de l'intelligence esthétique, hédonique et logique chez les Grecs, qui sont aussi importantes. Ils ajoutaient cette dimension de l'intelligence pneumatique. Le pneuma qui est la profondeur au-delà de l'apparence des choses, de la surface. Rappelez-vous le mythe de la caverne de Platon. Le pneuma, c'est là où la conscience mentale ordinaire n'est pas admise à entrer. C'est la fine pointe de l'âme de Platon. C'est la philosophia perennis. C'est le Sanatana Dharma de l'Inde. Le souffle, c'est inspiration, spiritualité. Peut-être faudrait-il retrouver une sorte de spiritualité laïque au sens large dans nos entreprises. Donc, je crois qu'on voit ici l'importance de relier les différentes dimensions de l'homme, esthétique, hédonique, logique, pneumatique, et les tenir toutes. Pourquoi ? Parce que pour moi, l'homme est pluridimensionnel, et nous avons besoin de tout cela, pas d'une partie de nous-mêmes seulement. Une dernière parabole, l'histoire de Hachiko. C'est une histoire zen qu'on le raconte souvent au Japon ou dans les monastères zen. C'est l'histoire d'un cavalier qui est sur un cheval et il s'approche d'un marchand de graines. Et le cheval vole des graines au grainetier. Et le marchand, s'apercevant de cela, s'approche du cheval et lui donne un grand coup de pied aux fesses. Et le cheval s'emporte au galop avec son cavalier. Et il croise un homme, quelques mètres plus loin, qui dit « Hé, où vas-tu » Et le cavalier répond « Je ne sais pas, demande à mon cheval. » Pourquoi je vous raconte cela ? Est-ce que dans le monde moderne, on n'est pas emporté au galop ? On court après le temps, on court après l'argent, on court après le profit, on court après la croissance, sans faire le distinguo avec le développement. Mais est-ce que ce ne serait pas mieux si c'était nous qui tenions les rênes de notre cheval ? Ça veut dire, est-ce qu'on va faire l'effort d'apprendre à se connaître ? Connais-toi toi-même, disaient les Grecs, d'aller vers cette profondeur. Est-ce que l'on a envie de se remettre en question pour véritablement transformer le monde ? La connaissance, chez Paul Claudel, ça veut dire connaissance. Ça veut dire naître avec. Ça veut dire qu'il faut aller au-delà des savoirs livresques. Il faut les incarner. Il faut rentrer dans un processus dynamique de transformation. Et alors, il s'agit de naître avec soi, de naître avec l'autre, de naître avec son travail, de naître avec la dimension économique, écologique, sociale, technologique, internationale, de naître avec l'humanisme et de naître avec le profit, ne pas les séparer
mais les relier pour donner du sens. Merci.